Excellent. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que tout le monde est là. Oui, super. Alors, bienvenue à cette toute première foire aux questions virtuelle de la Fête des semences de Montréal, organisée donc par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie. Je me présente, mon nom est Lydia, votre animatrice de ce soir. Donc, ça fait vraiment très plaisir de voir qu'on a un si grand nombre de participants. Ça fait très plaisir aussi de recevoir nos trois invités. Vous allez voir qu'ils sont extraordinaires. Alors, ce soir, on va un petit peu reproduire ces rencontres que nous aurions pu avoir en personne avec des semencières et semenciers locaux. C'est vraiment ça le but de la fête des semences virtuelle. Donc, j'espère qu'on aura des échanges qui seront très, très riches et ce sera surtout l'occasion à vous tous les participants de pouvoir poser toutes vos questions. Bien évidemment, vous allez voir, il y a tout d'abord une petite introduction. Je vais vous présenter nos invités et vraiment, ce n'est que par la suite, à la toute fin, qu'il y aura une période de questions qui sera destinée à vous, les participants. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions de deux façons. Soit vous pouvez tout simplement inscrire directement vos questions via le clavardage, ou sinon, vous pouvez lever la main. Donc, en fait, pour ceux qui ont la vieille version de Zoom, vous allez pouvoir appuyer sur l'icône en bas participant. À droite va défiler un menu et puis c'est au bas que vous allez retrouver le bouton lever la main. Sinon, pour ceux qui ont la nouvelle version, vous allez tout simplement cliquer sur réaction au bas de la fenêtre Zoom et donc là, vous allez trouver un bouton lever la main. Ceci étant dit, j'aimerais tout d'abord vous mentionner que cette foire aux questions virtuelles ainsi que tous les autres événements que nous avons cette semaine vont être enregistrés puis rediffusés sur les médias sociaux. Alors, si vous n'avez pas envie d'être filmé, je vous invite à éteindre votre caméra dès maintenant, puis à garder vos micros fermés aussi, s'il vous plaît, c'est très important pour s'assurer du bon déroulement des échanges. Aussi, si vous préférez donc être filmé, allez-y, il n'y a pas de problème, on vous encourage. Ça va ajouter un petit peu plus de convivialité donc à cette rencontre de ce soir. Mais tout de même, conservez votre micro éteint, s'il vous plaît. Alors, je tiens simplement à vous mentionner d'abord le travail d'adaptation exceptionnel de tout le monde ici présent, tant au niveau de l'organisation que de la participation, car on sait bien, on baigne tous dans cette nouvelle réalité qui nous demande de faire des petits efforts supplémentaires. Et donc, on vous remercie énormément d'être parmi nous. À mon avis, vraiment, les semences sont d'abord et avant tout un symbole d'espoir, car dans de toutes petites semences réside un bagage génétique remarquable qui est donc essentiel au déploiement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Donc, avant de commencer, j'aimerais donc vous présenter nos trois invités de ce soir. Vous allez voir, c'est des gens très, très généreux qui ont accepté d'être avec nous ce soir pour nous partager leur histoire, leur métier, leur expertise, mais aussi leur connaissance. Encore une fois, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir poser vos questions, mais pas tout de suite. Gardez-les bien au chaud dans la tête, ça ira pour la fin de la soirée. Donc, tout d'abord, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre tout premier invité. Il s'agit de Daniel Brisebois, producteur de semences biologiques. Allô, Daniel, à la ferme coopérative Tournesol. Comment ça va ce soir, Daniel? Ça va bien? Ça va bien? Oh, super! C'est le fun Bonne d'être ici avec tout énergie, le c'est monde. excellent ça. Pardon? C'est le fun d'être ici avec tout le monde. Oui, ben, on est vraiment content de vous avoir. Merci beaucoup. Donc, notre deuxième invité est Manish Kushwaha de Gaia Organic Seeds. Donc, il est producteur de semences biologiques, une ferme située dans l'Ontario. How are you, Manish? Can you hear me? Manish? I'm excellent. Thank you very much. Oh, great. Well, hi. Very excited to talk to you all.
Well, thank you. Thank you so much for being here. J'aimerais simplement ajouter que Manish est accompagné d'un collègue, bonsoir, donc qui s'occupera de faire la traduction pendant les échanges de questions. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Thank you to both of you. Thank you so much. Notre troisième invitée, et non la moindre, il s'agit de Mélanie Chapelot des Jardins de la Gaillarde, qui est une compagnie de semences familiales et artisanales spécialisée dans la production de semences pour les jardiniers amateurs. Allô Mélanie. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Je suis super à l'aise là, dans les trucs virtuels, là, fait que j'ai ma conjointe qui va me donner des coups de main. Ah, c'est parfait ça, c'est parfait. Mais on doit tous, je dois dire, s'adapter avec tout ça. Donc, je pense qu'on est tous pas mal dans les mêmes chaussures. Mais merci en tous les cas d'être ici. Donc, je viens de vous présenter nos trois invités de ce soir. Ce qui va se passer, c'est que chacun d'entre eux va à tour de rôle nous présenter donc son entreprise, son métier. Et ce n'est vraiment, je répète encore une fois, qu'à la fin de ces trois présentations qu'on pourra poser nos questions. J'ai l'impression là que ça va très très vite, donc arrêtez-moi si je parle trop vite. Donc tout d'abord, nous allons passer à Daniel Brisebois pour nous faire part donc de son métier. Daniel Brisebois, je vous rappelle, de la ferme coopérative Tournesol, qui nous a partagé un petit peu plus tôt, donc on a des petits faits croustillants, que ce qu'il adore de son métier, eh bien, ce sont ses tournées, les tournées quotidiennes qu'il fait dans les champs pour pouvoir justement planifier les lendemains, regarder un petit peu les plantes peut-être qui ont besoin d'un peu plus d'amour et puis donc voilà, leur donner un peu plus d'amour le lendemain. Donc Daniel Brisebois, si vous êtes prêt, je vais vous céder la parole pour votre présentation. Parfait. Est-ce que j'ai besoin d'une permission? Ah non, c'est bon. Alors, je fais partie de la ferme coopérative Tournesol, puis je vais vous parler un peu de moi. Alors, un instant. Alors, ça, c'est l'équipe de la ferme Tournesol. Ça fait 16 ans depuis qu'on a démarré. On a commencé au début, on était juste 5 personnes qui se sont rencontrées à l'université, au campus McDonald de l'université de McGill. Puis on a démarré la ferme ensemble comme coop de travail. Avec le temps, il y a 2 autres personnes qui se sont jointes à nous. Et en plus des 7 coopérants, on a aussi 9 employés qui travaillent avec nous aussi. Là, on est 16 personnes dans les champs. Puis c'est moi, à gauche. Alors, on est situé au Cèdre, Québec. Et ça, c'est nos champs. On a environ 1 acre en production de semences chaque année. Puis, on est des maraîchers aussi que des semenciers. Alors, on cultive toutes sortes de légumes. On cultive environ 6 acres de légumes chaque année pour nourrir 500 familles avec des paniers bio. Alors, ça, c'est pas cet été, ces paniers bio-là. Ça, c'est il y a 2 ans. Cet été, ça ressemble à... Non, j'ai pas de photo. C'est plutôt en boîte maintenant. OK. Mais alors, ça, c'est une partie de notre entreprise, c'est les légumes, puis l'autre partie, c'est les semences. Puis ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous parler de l'extraction, la production de 2 types de semences. D'un côté, des semences de tomates, qui sont dites des semences humides. Alors, ça, c'est une diversité de toutes sortes de tomates. Là. Il y a le Cherokee Purple, les cerises noires, le ananas, entre autres. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on écrase la tomate. Il y avait un certain point où on faisait avec des bottes dans des bacs. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on faisait quand on est arrivé à une certaine échelle. Puis c'était quelque chose qui était quand même... Alors, c'est beaucoup de semences dans ces tomates-là. Mais à un certain point, on ne réussissait pas à tout écraser aussi assez vite. Alors, on a investi dans... OK, alors, je vais vous montrer dans un instant. Alors là, on écrasait ici, puis on triait avec un tamis qu'on avait fait avec un grès. Mais là, depuis quelques années, on a une machine où on peut écraser les tomates ou les concombres ou les aubergines pour pouvoir extraire les semences. Alors ça, c'est Marie-Claude qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années. Puis maintenant, elle a sa propre entreprise puis elle produit des semences pour nous autres aussi et pour d'autres semenciers et semencières.
Alors, ça, c'est la machine encore. Et après qu'on a écrasé les tomates, puis enlevé le pot puis la chair, là, on met le jus dans un contenant, puis on peut le laisser fermenter pendant 2 à 4 jours. Puis là, ça va dissoudre un membrane gélatineux alentour de la semence pour que la semence germe mieux. Et aussi, ça contrôle certaines maladies. Et par la suite, on va remplir avec de l'eau, puis on va décanter, ce qui veut dire qu'on va verser ce qui est plus léger pour laisser au fond ce qui est plus lourd, les semences. Alors ça, c'est beaucoup de semences. Puis nous autres, il y avait un temps où on produisait beaucoup de semences pour d'autres compagnies de semences. Alors, on faisait du vrac de cette manière-là. Plus récemment, on fait un peu moins de vrac pour d'autres compagnies de semences parce qu'on a quand même un espace restreint. Puis, il y avait un temps où cette quantité de semences-là, ça nous ferait pour 5 ou 6 ans. Mais avec la demande qu'on a maintenant, je ne sais pas si on vendrait ça dans une année, mais c'est quand même, c'est un peu fou la quantité qui roule à travers notre boutique en ligne. Alors, on travaille fort à garder ça en sachet pour pouvoir fournir vos demandes, pas vos demandes, vos commandes. Puis par la suite, on va les mettre sur des moustiquaires et on a un ventilateur pour aspirer l'humidité puis les sécher parce qu'on veut que ça soit sèche en dedans de 24 heures ou même moins que ça parce que si une semence humide veut soit pourrir ou germer, puis ce n'est pas bon pour la qualité, pour ce que vous voulez. Alors ça, c'est une culture. Ça, c'est une autre culture. Puis là, alors j'ai commencé avec une semence dite humide. Là, on va parler d'une semence dite sèche. Puis c'est sèche parce qu'on ne veut pas ajouter de l'eau une fois qu'on va extraire la semence. Ça, c'est la Mizuna. C'est une verdurette qu'on peut mettre dans des mesclins, des sautés. C'est un verdurette asiatique. Et là, ça monte en fleurs. C'est la même famille que comme chou chinois, navet, le tatsoi. Ouais. Alors, ça monte en fleurs, puis il y a toutes sortes plein de fleurs jaunes, puis plein de pollinisateurs. Et par la suite, ça forme des siliques, des gousses, qui sont au début verts, mais quand ils deviennent dorés de même, je sais qu'ils sont prêts à récolter. Puis si je vais toucher, les gousses vont ouvrir, puis les semences vont tomber par terre. Alors, ce qu'on fait, on coupe les plants entiers, on les met sur des grandes bâches, puis on les amène dans notre serre pour continuer à mûrir. Et pour finir, parce que les semences mûrissent sur une période, puis dans ton arrière-cour, c'est assez facile à récolter des petites quantités par chaque jour. Mais quand on a des grands lots, on n'a pas le temps d'aller récolter de la même culture 2-3 fois, alors on veut le faire dans une grande vague. Puis là, ils vont finir de mûrir dans la serre. Et par la suite, une fois qu'ils sont vraiment secs, on va les sortir dehors, puis on va piler dessus avec nos bottes et pour ouvrir les siliques. Et là, on va tamiser. Ça enlève beaucoup comme toute la grande matière, puis ça laisse des semences, de la poussière. Et par la suite, on va le vanner avec des ventilateurs. Et on portait des masques, même avant la COVID, pour faire ça. Et ou parfois on porte des masques. Alors, tu peux voir, il y a beaucoup de poussière. Puis tu peux voir ici, ça, c'est des haricots. Ce n'est pas la semence de crucifère, mais tu peux voir les haricots tombent plus proches de la ventilateur, puis les semences vont plus loin. Et on a de l'équipement plus spécialisé, mais 95% de ce qu'on fait, c'est des tamis de même et c'est des ventilateurs. Puis avec ça n'a pas été nettoyé avec aucun équipement autre que ces deux choses-là pour arriver à ce point-là. Alors, c'est quelque chose qu'on peut rendre ça très, très propre avec des technologies assez simples. Puis en fait, le monde, ils font ça, des agriculteurs, ils font ça, des paysans, ils font ça depuis des quinzaines de milliers d'années. Alors, c'est quelque chose qu'on joint à la tradition. Par la suite, il faut toujours identifier ce qu'on a nettoyé et on le met en sachet. Et ensuite, on le met sur notre boutique en ligne pour vous autres et on essaie d'avoir pas trop de sold out et où on l'envoie on a des présentoirs dans des boutiques à travers le Québec, aussi à travers le Canada, mais surtout à travers le Québec. Et ouais, alors ça, c'est deux cultures. Puis moi, en plus de travailler sur le sol, j'écris beaucoup sur les semences. J'ai un blog qui s'appelle Going to Seed. Ça, en fait, ce n'est pas @goingtoseed.net, c'est juste goingtoseed.net. L'adresse, c'est pas un Instagram ou quoi que ce soit, c'est juste un site web. Puis nos semences, tu peux nous trouver à fermetournesol.qc.ca
et ou nous suivre sur Facebook ou Instagram à Ferme Tournesol. Alors, ça, c'est la Ferme Tournesol. Puis, ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres puis de vous parler de tout ça. Puis, merci à tous de vous autres qui commandent déjà de nous. Puis, je vous accueille le reste de commander aussi de nous. Alors, bienvenue. C'est excellent ça. Merci beaucoup, Daniel. C'était très, très intéressant. Un grand merci à vous. Donc là, nous allons poursuivre avec la présentation de notre deuxième invité. Donc, comme je disais tout à l'heure, il s'agit de Manish Kushwaha de Gaia Organic Seeds, qui lui nous a confié que ce qui lui plaît le plus dans son métier, et je l'envie un petit peu, c'est vraiment de pouvoir passer toute la journée à l'extérieur. Donc, ça doit être vraiment un grand bonheur. Et aussi de pouvoir faire des dégustations saisonnières. So, Manish, where are you, my friend? Can you hear me? Yeah, I can hear you. You're ready to Yeah. give your presentation? Yeah. Okay, perfect. Go ahead. Can you see my screen? Yeah. So, like Dan said, like all seed companies have a very similar process of going through seed drying, cleaning, and doing germination tests, and then putting on the website. I would like to go over what Gaia Organics, why Gaia Organics exists, and what we want to accomplish as a seed company. So I'm going to share my vision with you guys. We truly care about biodiversity. There are 6,000 edible plants that exist that we humans consume, and we only Manish, I'm very sorry to cut you. We cannot see your screen. You cannot see the screen. So I don't know if our technician can manage something or. Okay, let me see if I can share it. Okay, can you see it now? Let's wait a second. Oh yeah, okay, yeah. That's perfect. I'm so sorry. Yeah, that works. That's great. Yeah, you can go ahead. Thanks. Okay, so I'm gonna share about my vision and why we exist. So we truly care about biodiversity in all its form. As a human species, we know 6,000 edible plant species that exist, but we, as a civilization, only consume 9 of them. So we want to do more to bring more diversity into our diets. So this year I grew about 200 different categories of vegetables that accounts for 3% of the entire plant species. So I grew over about 500 species of different plants. I thought it was one phrase at a time. So my idea is to be able to preserve what exists and be able to nurture biodiversity one seed at a time. And that's what we'll continue to do. Bon, grosso modo, le focus de Gaia Organics, c'est, can you have that first slide on? Thank you. C'est la biodiversité et on a environ 6,000 varieties. 6,000 variétés de graines, mais dans le fond, la plupart des humains n'en utilisent à peu près que, is it 6 or 9 that we usually use? 9 variétés. Et donc, Gaia Organic veut vraiment favoriser, dans le fond, plus de semences. Did you talk about organic and? Yeah. Okay. So then I'm gonna go over our selection. We have over 700 varieties in our catalog. We don't produce everything we have. We produce about 60%. We source about 20% from local farmers, and 20% we buy from big wholesalers. So right now we have about 147 varieties of flower, 102 varieties of tomatoes, 60 kinds of herbs, 47 varieties of beans, 29 varieties of squashes, and a lot more. Like there are 200 more categories you can explore on our website. Alors, en français, il y a en tout, il y a à peu près, il y a plus de 700 variétés de semences.
140 qui sont des fleurs, 102 sont des tomates, 61 sont des herbes, 47 sont des fèves et 27 sont des variétés de, c'est quoi en français? Squash. De courges? Courges, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il y a aussi plusieurs autres. Comme il a dit avant, il y a plus de 700 variétés. So garlic is our favorite project. Juste en passant, you produce about 60%? Yeah. OK, fait qu'il produit à peu près 60% des semences qu'il vend et 20% sont achetés des alentours et un autre 20% de plus loin. So garlic is our favorite project. And this year we had about 100 varieties that we grew, but now we have expanded to 170 varieties for next season. So we won't be able to sell all those varieties, but we want to continue saving biodiversity and be able to preserve these varieties and continue sharing with other people. So this way, like us as a community, we can take care of biodiversity and we can continue to have these species in humans, in our community, you know? Alors, cette année, il y a eu comme 171 variétés produits, plus de 171 variétés d'ail. Ça a été un gros focus. What was it about garlic? We want to be able to have that in our community to continue growing us together. Ah, yes. Okay. Alors, il veut continuer à avoir ça dans la communauté et de faire pousser ça à l'intérieur de la communauté. So you can go on our website and check out what we have. We have a very big tomato collection with all kinds of flavor and taste, some more acidic, other more flavorful, juicy, paste tomatoes and whatnot. Then we have lots of herbs. You can expand your kitchen. Alors, beaucoup de variétés de tomates, beaucoup de variétés d'herbes. And lots of melon for your summer needs. Beaucoup de melons aussi. Melon d'eau. And we have lots of lettuce to add to your... Ah oui, beaucoup de laitue aussi. And lots of peppers. Et vous pouvez vérifier sur son site, c'est un excellent site. C'est vraiment les images qui sont sur les enveloppes et qui sont sur son site web, ça donne vraiment une bonne idée de qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le site. Il va en avoir encore davantage d'ici quelques jours. On est en train de mettre ça à jour. Vraiment, on travaillait fort. Moi, j'ai travaillé toute la nuit hier. Manish aussi a travaillé fort là-dessus. What I'm trying to do is preserve biodiversity, but I have realized from my own experience this year, growing 500 varieties is too much. I cannot do it myself. So I need community of people who will grow with me. So like me preserving 500 varieties myself is not enough. We need like community of people as human species. We need to come together and do this work together to like move ahead and preserve biodiversity. Alors, son focus est toujours de la biodiversité et de travailler ensemble pour pouvoir avoir le plus de semences possible de différentes variétés. Ça se fait à l'aide d'une communauté qui aide à les faire semer et à les préserver. Fait que c'est à peu près ça. Thank you. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Thank you so much to both of you. That was great. That was really nice. And I really hope that a lot of people will join the movement and we can just, all share seats. Donc, merci à tous les deux. Je disais que c'était vraiment extraordinaire là, de vouloir partager avec les autres et on encourage ça, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à notre troisième invitée. Donc, il s'agit de Mélanie Chapelot, je le rappelle, des Jardins de la Gaillarde, qui elle nous a fait part
de son amour pour le printemps. Je la comprends tout à fait. Puis, elle nous partageait que c'est vraiment une des saisons les plus occupées pour les semenciers. On entendait justement Daniel Brisebois en parlait un peu plus tôt, Manish aussi. Donc, merci vraiment d'être là. Mélanie, ça doit être votre cas aussi. Et donc, elle nous a partagé aussi son amour pour le travail de la terre. On le sait combien le travail de la terre peut être bénéfique pour la santé, le bien-être mental. Donc, voilà, sur ce, Mélanie, je vous cède la parole dès que vous êtes prête. Donc, bonsoir, Mélanie. Moi, je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je pense que j'ai peut-être un petit peu mal compris qu'il fallait faire une petite présentation. Mais nous, dans le fond, ça fait 5 ans qu'on fait des semences. On a une petite ferme dans Sherbrooke. Donc, on est entouré de périmètres urbains. On a une lisière de bois tout le tour, mais c'est vraiment une ferme un peu en ville. Puis, on a la ferme fait 3 ans qu'on a à peu près 1 acre en production de semences. Nous, on fait vraiment tout à la main, beaucoup de vannage pour le nettoyage. On est encore à faire les tomates dans les bacs avec les bottes, comme Daniel racontait. Fait qu'on est vraiment une petite ferme maraîchère. J'ai choisi les semences. J'avais tendance à toujours laisser monter en graines les choses quand je jardinais. Puis, j'ai un intérêt pour la génétique aussi. J'ai fait un bac en sciences de l'agriculture et de l'environnement. Donc, l'idée des croisements, toute la sélection, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de travail. On a eu une grosse augmentation de la demande dans les 2 dernières années. Puis, nous, pour augmenter la production, on va avoir des producteurs en Estrie qui ont fait du mentorat cette année pour augmenter un peu la production et la diversité. On vend avec la boutique en ligne, puis dans les centres de jardin, mais juste en Estrie. On se concentre sur du régional pour les ventes. Et donc, ça fait combien d'années que vous faites ce métier? Ça fait 5 ans. Oui, ça fait 5 ans. 5 ans. OK, excellent. Je vous remercie beaucoup. C'est ça, justement, je pense qu'avec tout ce dont vous nous avez parlé, les participants, participantes ont certainement déjà des questions qui leur passent par la tête. Donc, en fait, j'aimerais tout simplement vous mentionner, avant de passer à la période de questions, qu'il existe un formulaire d'appréciation de la fête des semences qui vous permet de remporter l'un des 2 paquets cadeaux, une gracieuseté de la boutique du Jardin botanique, ainsi que des laissez-passer gratuits pour le Jardin botanique également. Donc, on remercie Espace pour la vie. Vous allez retrouver le lien dans le chat. Donc, on vous invite à aller remplir dès que vous avez un moment. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et donc là, je répète un petit peu pour la période de questions. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 modes de fonctionnement. Donc ça, vous pouvez lever votre main ou sinon, vous pouvez directement poser vos questions dans le chat. Alors, je pense qu'on est prêt à poser nos premières questions à nos invités. Voyons voir qu'est-ce qu'on a comme question ici. Lydia, oui, on a déjà eu 3 questions dans le chat. Alors, Patrick Marchand, si vous voulez ouvrir votre micro, poser votre question. Merci Sarah. Salut. Bonsoir. Bonjour. Donc, ma question était pour Manish et aussi pour Dan. Je sais que Dan a réussi à produire des semences d'ail. Et puis, Manish dit qu'il y avait beaucoup de variétés d'ail différentes. J'étais curieux de savoir s'il y avait si la vente des semences d'ail serait possible aussi. Alors, j'ai déjà réussi à... Alors, juste pour être clair, quand on parle de semences d'ail, l'ail, on plante les cailleux, les petites gousses comme dans la tête. Ça donne un plant d'ail. Puis si tu laisses, il va y avoir un fleur d'ail qui va venir sur le dessus. Puis si tu coupes pas la fleur d'ail, ça fait des petites bulbilles. C'est pas la semence, ça. Les bulbilles-là sont identiques
aux bulbes sous la terre. Alors, je sais que tu comprends ça, Patrick, mais pour le reste du monde, là. Alors, depuis 5-6 000 ans, l'ail ne produit pas de semences normalement. Par contre, tu peux stresser tes plants d'ail pour que certaines vont former des fleurs. Alors, normalement, la fleur d'ail, ça ouvre, les fleurs vont dessécher avant qu'il y ait une pollinisation. Alors, mais si tu... alors, quand la fleur d'ail commence à enfler, puis commence à avoir des bulbées, si tu prends des pinces et tu enlèves les bulbées, la plante va vouloir faire quelque chose, alors il va former des vraies fleurs qui peuvent se polliniser et tu peux avoir des semences d'ail. C'est bon d'avoir au moins 2 variétés pour faire ça, puis ce n'est pas toutes les variétés qui sont fécondes. Puis j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu un succès à avoir une certaine quantité de semences. Ils n'ont jamais germé. Alors, j'ai jamais produit de l'ail à partir de ça. Je connais du monde dans l'ouest des États, sur le côte ouest, quelqu'un qui s'appelle Avram Drucker, c'est quoi son nom? Je suis le numéro de nom de l'entreprise, mais lui, il a réussi puis il vend des semences d'ail. Alors, nous autres, on n'en vend pas. Si je pourrais en produire, j'en vendrais parce que c'est vraiment le fun. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Si vous avez de l'ail à tige dure qui fait des bulbées, essayez-le. Puis c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Cool, merci. My garlic experience has been very limited. I have not grown garlic from seed, but I have grown from bulbils and bulbs. I have multiplied my stock from bulbils. Those are the small bulbs that grow as a flower in the top of the plant. And from that, I'm able to multiply more amounts in lesser amount of time. That's the extent of my experience. And I've been growing garlic for the last 5 years. Alors, en français, Manish, ça fait 3 à 5 ans qu'il fait pousser de l'ail, mais jamais à partir des semences. C'est vraiment avec les bulbes dans la terre. Puis je pense que you did some of them, not with the bulb, but with bulbils. What are bulbils? Those are the top. They are the flowers. OK. Fait que dans le fond, c'est les parties du haut près de la fleur, c'est ça qu'ils utilisent pour faire les pousser. To grow them? You put them in the earth? Yeah. What's the full process of that? You multiply because there are more bulbils in them, so you can multiply faster. Oh, okay. Yeah. So that's OK. Fait que, donc, on parle des bulbes. Fait que c'est avec ça qu'il fait pousser puis ça en fait vraiment beaucoup, de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Donc là, on va prendre une deuxième question de Carole Arsenault. Vous avez levé la main, vous pouvez y aller, madame. Oui, bonjour, merci. Moi, je veux savoir, j'ai fait un test de semences de kale et sur une dizaine, il n'y en a qu'une seule qui a levé parce qu'elles sont vieilles. Là. Et je me demandais, je l'ai mis en terre, je me demandais si ce plant-là sera aussi beau que si c'était d'une jeune semence ou si elle est vieille et elle ne va pas produire quelque chose de potable. C'était ça ma question. Oui. Alors, l'âge de la semence a vraiment un impact sur le taux de germination puis la vigueur du pouce au début. Par contre, elle a très peu d'impact sur l'ADN puis la potentiel de la semence. Alors, si la semence germe puis elle démarre bien, là, elle devrait être aussi beau que si c'était une semence qui est jeune. Une chose qui peut arriver avec certains plants, c'est que si tu n'as pas assez de plants, comme le kale aime avoir un peu plus de plants, si tu as juste 1 ou 2 plants, ça se peut qu'il manque de diversité génétique, alors il y a un peu moins de vigueur, ce qui n'est pas un problème avec les tomates. Mais c'est quand même, ça va être le fun de le faire, puis je pense qu'on va avoir des bons résultats si ça germe. Ah, OK, bon. Alors, je devrais peut-être essayer d'en faire germer d'autres du même paquet pour les mettre ensemble.
Oui, si tu veux garder la semence, comme pour une plante comme le kale, qui est une plante qui fait surtout des croisements, il n'est pas vraiment auto-fertile, c'est mieux d'avoir plus de plants. Par contre, en ville, ou en petit potager, c'est parfois différent d'avoir beaucoup, beaucoup de plants. Mais même 5 ou 6, c'est mieux que 1. Par contre, l'idéal, ce serait 60, mais je pense que 5 ou 6 va quand même faire quelque chose. OK, ça voulait dire si je voulais laisser reproduire pour faire de la semence, mais non, c'est pas mon intention. Ouais. Si c'est juste pour manger, un plant, c'est correct. Si c'est assez pour toi, si tu as 6 plants pour une personne, il faut que tu aimes beaucoup, beaucoup manger le kale. Oui, c'est bien. C'est ce que je pensais. OK, ben c'est beau, je vais laisser aller mon plant, je vais le laisser pousser. D'accord. Hey, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça répond à ma question. Bye bye. Super, merci à vous deux. Écoutez, j'ai envie qu'on prenne quelques questions aussi qui sont dans le chat avant de retourner peut-être à ceux qui ont levé la main aussi. Donc, en fait, nous avons une question ici. Il y a Émilie Vigé-Boisclair qui demande « Moi, je veux savoir comment on récolte les graines de betterave et de carottes. » Je ne sais pas qui voudrait prendre la parole. Je peux répondre. Oui, merci. Ouais. Donc, les carottes puis les betteraves, ce sont ce qu'on appelle des biannuels. Donc, elles font leur floraison après la seconde année. Elles ont encore besoin d'une période de vernalisation qu'on appelle. Donc, certaines périodes au froid avant de monter en graines puis là, de faire des semences. Donc, nous, on les garde en chambre froide durant l'hiver, entre 0 et 4 degrés. Puis, il faut replanter la carotte elle-même, la betterave elle-même. On appelle ça un porte-graines. Donc, on la replante au jardin à la fin d'avril, début mai. Puis, elle va faire sa croissance des hampes florales. Puis, c'est des semences sèches qu'on appelle une fois on laisse monter en graines, les pollinisateurs arrivent, ça crée les semences, puis on va faire sécher puis extraire les semences. Donc, c'est vraiment des biannuels, la betterave puis la carotte. Merci beaucoup, Mélanie. Je pense que ça répond super bien à la question. Donc là, on va prendre une autre question dans le chat. On me demande, donc c'est de Raphaël Charon Nickner, j'espère que je le prononce bien. Existe-t-il un bon site où nous pouvons trouver la bonne technique pour faire les semences des légumes les plus communs? Comment conservez-vous vos semences, par exemple? Est-ce qu'il faut congeler nos semences pour avoir de meilleurs résultats? Et oui, quel type de semences? Je n'ai pas un site web à recommander, mais j'ai un livre que je peux partager si c'est correct. Oui. Alors, ça, c'est le livre « La conservation des semences » qui viennent de Semences du patrimoine. Puis il existe aussi en anglais, mais c'est un livre incroyable avec tout ce que vous pourrez savoir. Tu peux le commander d'eux autres. Nous autres, on l'offre sur notre site web, mais je sais que beaucoup de semenciers et semencières l'offrent aussi. Alors, c'est vraiment, je dirais, la meilleure ressource pour ça. Ce n'est pas en ligne, mais c'est quand même, c'est vraiment bon. I want to say something. I have used this book extensively. I've read this book front and back 50 times, and this is my book to go to do everything I do. Alors, Manish, il recommande aussi beaucoup ce livre-là. Il l'a lu de la première à la dernière page une 50aine de fois. C'est vraiment comme sa Bible. En tout cas, c'est vraiment fortement recommandé de sa part aussi. Bon, c'est super. Merci pour cette belle recommandation. Je pense que ça va servir à plusieurs d'entre nous. Donc là, nous allons prendre une autre question. On va prendre une question de Liliane Sinotte. Vous avez levé la main. Liliane, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Est-ce que vous êtes toujours là, Liliane Sinotte?
Bon, on va lui donner un instant de revenir. On va passer peut-être à quelqu'un d'autre. Il s'agit de Julie Bordelot. S'il vous plaît, allô Julie. Bonsoir. Ma question, c'est au sujet de l'ail. Les petites bulbilles, là, quand on les plante, ça prend combien d'années? Puis à quel temps dans l'année il faut les planter? So I can answer this first. Bulbs are very small. They take from up to 2 to 3 years. And it is the same process, but start them just like any normal garlic. Just make sure you plant them a little bit deeper so they're not exposed to cold as much. What is a little bit deeper? 2 inches. 2 inches? Yeah. OK. Right. Alors, l'ail, ça peut prendre comme 2 ans pour pousser. Alors, c'est vraiment... mais ça pousse très bien. Et ça, what's the 4-year thing? It takes 2-3 years for them to grow. They're not normal garlic because they increase in size from small to... Ça prend, c'est ça, 2 à 3 ans à pousser. Puis, ils grandissent en taille au fur et à mesure de ces années-là. Okay, there was something about 4. No. Okay, Dan can answer better. C'est bon. I don't have a lot to add. There's different types of garlic. There's porcelain garlic that is they're the big white, like pearly white, like porcelain bulbs. Like music is a porcelain garlic with big fat cloves. Those can take like 4 or 5 years because the bulbos are so small. And then there's other garlics like the Rocambole or the purple stripes that have fatter bulbils. And those, like I've gotten huge garlic within 2 years. En fait, je devrais parler en français, excuse. Mais ouais, les bulbilles de l'ail porcelaine, alors ça, c'est comme l'ail musique, les gros cailleux avec la peau blanche. Eux autres, les bulbilles sont très petites, alors ça peut prendre de 3 à 5 ans pour avoir des gros bulbes. Puis l'ail comme rocambole ou du strié violet qui ont des bulbilles qui sont plus larges, j'en ai déjà eu des gros bulbes en dedans de 2 ans de production. Puis juste pour la production, on suit le même rythme que l'ail normal. Alors, on plante à l'automne. Par contre, on récolte souvent vers le début juillet, comme un mois avant les gros bulbes. Puis là, moi, je trouve que ça vaut la peine de semer beaucoup de bulbilles. Puis là, à la récolte, de garder les plus larges, puis les ressemer. Puis ça va augmenter plus vite. Et aussi, ce que vous allez voir, c'est avec les plus petits bulbilles, quand ils reproduisent, parfois, ils vont juste faire un caillou avec un bulbe avec un gros caillou. Tandis que les plus gros bulbilles vont faire des petites bulbes avec plusieurs cailloux dedans. Alors, c'est ça. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? C'est bien? Oui. Julie, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. J'ai de l'ail décoratif, là. Ça fait des grosses fleurs d'ail, un beau mauve, là. Est-ce que les graines, ça donne vraiment des graines sur le pompon, là, comme on peut dire? Est-ce que ces graines-là, on peut les semer puis avoir la même variété d'ail qu'on a planté? Décoratif, là. Alors, ce n'est pas un vrai ail. Alors, je pense que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais si tu réussis à avoir des semences avec ça, puis si tu la sèmerais, je pense que tu aurais un plant comparable. Une chose, c'est que je soupçonnerais que si tu n'as pas beaucoup de plants, si tu gardes la semence pour plusieurs années, tu vas voir que les plants vont devenir un peu plus faibles. Dans 1 ou 2 générations, pas vraiment, mais 3-4 générations, je pense que tu vas avoir un impact. Alors, tu veux garder pour une culture comme un liacée, comme les oignons, poireaux, un ail décoratif, je penserais que tu voudrais avoir beaucoup plus de plants. Super, merci beaucoup. Donc là, on va prendre une autre question dans le chat. C'est Paget Thierry qui nous dit « Comment faites-vous pour éviter la pollinisation croisée
et garder la pureté des variétés. Je ne sais pas si qui veut, qui veut répondre à la question. Donc, comment éviter la pollinisation croisée et garder la pureté des variétés? Dans le fond, on utilise des chartes de distance d'isolation avec, je pense, avec l'expérience, puis il y a des chartes, des règles qu'il faut respecter de distance d'isolation pour pas qu'il y ait de croisement. Donc, quand c'est auto-fertile, comme le laitue, voyons, fève, pois, les distances peuvent être assez proches parce que c'est auto-fertile, mais quand ça se pollinise par des fleurs mâles et femelles différentes, là, ça peut aller jusqu'à 1 kilomètre conservé. On peut faire juste une variété par année. On peut aussi faire de la pollinisation manuelle, c'est faire des cages d'isolation. Il y a plusieurs façons d'essayer d'éviter de conserver des distances d'isolation trop grandes aussi. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à garder nos variétés pures. Excellent, super, merci. Est-ce que un de nos autres invités aimerait ajouter quelque chose? Non, c'est correct. I can add something. Yeah, I just want to add on, like, yes, you can use different techniques, like you can bag the flowers depending on what kind of things they are. You can bag the entire crop with like row covers. There are different techniques you can use. Even as a home gardeners, I encourage you to do seed saving and do this isolation technique, so we can all save seeds. Alors, on peut garder des graines. On peut aussi envelopper les fleurs, même pendant qu'ils sont encore sur le plant, ou envelopper complètement les plantes pour qu'il n'y ait pas de pollinisation avec les autres plantes. Encourage you more to grow. Il encourage davantage les gens à les faire pousser. Save the seeds, yeah, save the seeds. De garder les semences, oui. Une chose que j'ajouterais, c'est il ne faut pas avoir peur de croisement non plus. C'est vraiment le fun de voir des choses qui sont différentes. Comme moi, comme semencier, puis Manish, puis Mélanie, on a peur d'avoir des choses de croisement parce que quand on vous vend une variété, on veut que ça soit que vous achetez ce que vous voulez. Mais comme jardinier, c'est vraiment, vraiment le fun de voir la diversité de choses qui peuvent sortir avec des croisements. Puis moi, même personnellement, je préfère ça à des choses qui sont supposées être. Oui, je m'excuse, j'aimerais poser une question là, spontanée justement. Par rapport à ça, est-ce qu'on voit peut-être comme un engouement pour certains types de semences plus que d'autres? Est-ce que vous voyez là des changements en ce moment sur ce qui est le plus demandé, par exemple? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de changement dans ce qui est plus populaire, c'est juste qu'il y a plus de personnes en commande. Alors, vraiment, présentement, on a comme 4 fois plus de trafic que d'habitude sur nos sites, puis on travaille fort pour au moins 4 fois plus pour combler la demande. Puis alors, c'est comme ce qui est souvent le plus populaire, c'est ce qui est facile à semer dehors. Alors, haricots, pois, carottes, betteraves, des verdurettes comme la roquette et laitue, c'est ce qui est le plus populaire parce que ça requiert le moins d'équipement. Comme si tu veux commencer des tomates ou des poivrons ou des oignons, il faut faire ça à l'intérieur, puis c'est un peu plus difficile. Tandis que les autres, surtout les haricots, c'est facile à semer. Puis ça, c'est ce qu'on a le plus de difficulté à garder en stock présentement. Il nous en reste seulement quelques variétés, puis on est un peu, on ne sait pas ce qui va arriver. For me, like tomatoes and peppers and eggplant are very popular because we have so many varieties, and like people are getting into making hot sauces. So hot pepper is very popular. That's about it. What are the things? Tomatoes, eggplant, and peppers. OK. Alors, les tomates, eggplant, comment on dit ça? Aubergines et... Pepper. Et les... Pepper, sweet pepper and hot peppers. OK. Fait que les poivrons et les piments forts. The hot sauces, hot pepper. Ouais, fait que pour les sauces chaudes, sont très populaires.
Voilà. Hier soir. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Nous aussi, on a vraiment une augmentation des ventes beaucoup. Puis moi, je suis surprise que tout part. Dans le fond, les gens, tout ce qu'il y a dans notre catalogue part. Les gens sont prêts à essayer plein de choses, C'est sûr que les pois, c'est ce qui parle. Les pois et les carottes, c'est ce qui parle beaucoup, mais quand même, les gens essayent beaucoup de choses. Tout notre catalogue part assez rapidement, là. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à ma petite question spontanée. Donc, en fait, nous avons une question de Paulina Yepes. Donc, vous avez levé la main, Paulina. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'en ai deux questions. Il y en a un par rapport à la biodiversité, ne pas avoir peur comme de faire des croisements, tout ça, parce que j'avais comme l'impression que parfois mettre une espèce qui n'est... bon, dans le contexte de ma question, je parle d'importer des semences, de prendre une espèce que ce n'est pas endogène, la mettre ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que souvent, on entend que, par exemple, on ne peut pas apporter des oranges dans la frontière aux États-Unis parce qu'eux ne veulent pas que, whatever, je ne sais pas si c'est quoi qu'il y en arrête de ça, mais souvent, on entend que c'est parce qu'ils ont peur des maladies ou des... Mais je ne sais pas si c'est vrai ou on devrait comme faire attention d'importer des choses. Je ne sais pas s'il y a vraiment comme un règlement pour ne pas avoir ici des espèces qui ne poussent pas ici normalement. Et ma deuxième question, c'est savoir s'il y a un livre en ressources pour qui m'aide à savoir quelles plantes on peut mettre ensemble dans son pot, de faire parce que ça pousse bien. J'essaie de chercher de ça sur Internet et c'est pas clair. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. So I'm gonna start so I think it's best to do a research on the plant, which plant, what are its quality. If it's gonna spread so much, then you don't want to plant it in your garden, in your community garden or something. Faites vos recherches. Fait que si ça pousse beaucoup, ça peut ne pas être intéressant de faire pousser soit dans votre jardin ou même dans votre petit pot. It's always best to buy from the companies who have certified seeds. So they have done phytosanitary certificates, phytosanitary certification on their varieties, and they are safe to grow in our country. OK. Alors, c'est mieux d'acheter des gens qui vendent des semences... Phytosanitary certificate. Phytosanitary? Yeah. Je ne sais même pas comment traduire ça. Phytosanitary certificate, un certificat de phytosanitaire. Donc, ceux-là sont garantis de pouvoir pousser dans notre climat. What was the other stuff? Sorry, I don't know. Thank you so much. Another I want to add about pots. So yeah, some I have lots of tomatoes, and some varieties are good for planting in pots, and others are not. So we do have some determinant and small tomatoes, which are good for potting in planting in pots. Alors, il y a des petites tomates qui sont intéressantes à faire pousser dans des petits pots. So you can always do some research on our website or any other website to figure out what are these varieties that are suitable for planting in pot. C'est ça. Alors, vous pouvez faire vos recherches, même en ligne, sur le site à Manish, Gaia Organics. Vous pouvez voir, il y a une belle description des différentes caractéristiques des plantes et ça va dire aussi lesquelles sont bons pour empoter.
Très bien, merci beaucoup. Thank you very much. Donc, en fait, nous allons poursuivre avec une autre question. C'est une question de Rose-Hélène Tremblay qui demande « Croyez-vous que ce soit une bonne stratégie de ne pas trop dorloter les plants qu'on cultive pour la semence dans le but d'éveiller les gènes de la rusticité ?» Bonne question. Alors, j'ai peut-être deux réponses. Une, si tu as juste quelques plants, puis tu vas conserver les semences de tous les plants, dans ce cas-là, ça ne dérange pas. Tu peux dorloter, tu peux leur donner autant d'amour que tu veux parce que tu n'as pas d'impact sur la génétique. Par contre, disons que tu pouvais avoir 100, 200, 2000 plants, puis là, tes stress, tu les cultives avec plus de mauvaises herbes, moins d'eau, moins de fertilité, alors des conditions qui ne sont pas contentes ou avec beaucoup de maladies. Là, tu vas avoir un petit pourcentage qui vont mieux réussir. Puis là, si tu conserves ces semences-là, ils vont être plus résistants à ces problèmes-là. Puis tu vas voir l'année d'après que tu vas avoir une population qui va être plus résistante. Alors, si tu fais plusieurs générations de stress de cette manière-là, tu peux vraiment augmenter la génétique. Par contre, il faut que tu peux voir une différence et tu sélectionnes celle que tu désires. Puis c'est une sélection, c'est pas naturel, mais c'est une sélection humaine pour guider l'évolution de la plante. Merci beaucoup, Daniel. Donc, on va prendre une autre question. Donc, on va y aller avec Michel Choquette. Vous avez levé la main, vous pouvez prendre la parole. Michel? Bonsoir. Allô? Donc, moi, je suis enseignant et puis j'ai fait des semences avec mes élèves de secondaire 1. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir une méthode facile pour faire des hybrides parce qu'au niveau pédagogique, on a des variétés qu'on achète et puis on aurait une variété témoin, puis on essaierait de faire des hybrides avec mes plants de tomates en particulier. Donc, y a-t-il une méthode facile pour créer un milieu? Moi, j'ai déjà une serre, donc peut-être en milieu fermé, créer des variétés hybrides. Pour faire des hybrides, il faut comprendre un peu de la botanique un peu. Puis il y a deux groupes de plants. Il y a des plants qui sont dits autogames, qui sont surtout autofertiles. Alors ça, c'est les tomates, poivrons, aubergines, laitue. C'est des cultures que les pétales enrobent toutes les parties comme les vitamines puis le pistil de la plante. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de pollinisation facile qui vient de l'extérieur. Alors, puis tu as des groupes de plantes qui sont dites allogames, qui sont surtout des fertilisations croisées, qui les fleurs sont vertes. Alors, la réponse est différente en fonction des deux. Puis la majorité des plants sont allogames. Alors, pour les allogames, c'est ce qui est le plus facile. Et ça serait de juste planter une variété à côté d'une autre variété. Puis là, il va y avoir un croisement. Alors, si tu faisais une courgette à côté d'un citrouille, les deux, c'est la même espèce, l'année d'après, tu vas voir comme 50% d'hybrides dedans. Alors, ce n'est pas un 100%, mais c'est quelque chose qui arrive naturellement. Si tu avais deux crucifères asiatiques, comme un tatsui et un mizuna, un à côté de l'autre, tu vas voir un croisement. Pour comme une tomate ou un poivron, il y a des croisements qui arrivent, mais c'est des taux de 1 ou 2% que tu vas voir dans ce contexte-là. Alors, si tu veux vraiment faire un hybride avec tes tomates, ce qu'il faut faire, c'est enlever les pétales, puis enlever les étamines sur une des plantes, puis sur un autre, ça serait d'ouvrir les pétales, puis de mettre les étamines pour mettre le pollen sur le plant. Puis, alors, moi, je n'ai jamais fait ça avec des tomates. Ce n'est pas si difficile que ça. Si tu en fais beaucoup, tu vas avoir plus de résultats. Puis je pense qu'ils vont mettre comme une petite capsule sur le dessus du fleur après, parce que là, tu l'as exposé, puis tu ne veux pas que ça dessèche. Alors, je pense que c'est des petites capsules que tu mets comme pour faire des pilules. Je pense qu'ils vont mettre de l'extérieur. Les courges ou les courgettes, les cocons un peu plus petits, mais les courges, parce que c'est des fleurs qui sont si larges,
c'est beaucoup plus facile de faire un croisement. Puis là, ça serait de la journée d'avant, tu choisis, tu vas voir quelles fleurs mâles et quelles fleurs femelles, parce que les courges, les cucurbitacées ont des fleurs mâles et femelles. C'est ça? Pardon? Les cucurbitacées, c'est mâle-femelle, c'est ça? Oui, cucurbitacées. Alors, les tomates, les mâles et femelles, ce sont la même fleur. Cucurbitacées, alors ça, c'est la famille des courges, courgettes, concombres, melon d'eau. Eux autres, ils ont des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et tu peux les identifier parce que les fleurs femelles ont comme des petits fruits, comme un petit concombre, un petit courgette. Alors, ça, c'est le vert de la plante derrière la fleur. Alors, tu t'identifies. La journée d'avant, tu vas voir quelles fleurs sont en train d'ouvrir. Pas celles qui ont déjà passé, mais quelles sont en train d'ouvrir. Puis tu veux les fermer avec du tape pour que les abeilles ne font pas une pollinisation avant toi. Puis il faut que tu aies des mâles et des femelles. Si tu trouves juste des femelles ou juste des mâles, ça ne va pas marcher. Alors, puis la journée d'après, tu vas aller assez tôt, puis tu veux ouvrir. Alors, tu peux cueillir les fleurs mâles, enlever les feuilles, puis là, tu peux ouvrir la feuille femelle, la fleur femelle, puis tu peux polliniser. Puis souvent, alors dans ce cas-là, pour un hybride, c'est similaire pour des pollinisations que tu ne veux pas hybrider, mais si tu veux hybrider, tu dois avoir 2 espèces différentes ou 2 variétés différentes. Alors, le mâle de un, la femelle de l'autre, puis tu vas faire le croisement. Puis là, c'est important de refermer, puis de le taper, puis de mettre un drapeau ou quelque chose pour identifier que tu as fait ce croisement-là, puis tu veux écrire qu'est-ce que tu as fait. Et alors, ça ne pogne pas toujours quand tu fais un croisement de même, mais s'il y a un succès, puis le plant commence à croître, ou pas le plant, mais le fruit commence à croître, là, tu veux prendre un Sharpie ou un marqueur, puis tu veux écrire dessus que c'est celle qui a croisé. Et si tu fais ça avec des cucurbitacées, c'est fun de le faire avec le mâle d'un plant vers la femelle de l'autre, mais aussi le mâle de l'un vers l'autre. Alors, les croisements des deux, ça peut avoir des résultats différents. Mais je sais que je prends un peu le temps, mais il y a une autre chose qui arrive, c'est qu'avec les plants allogames, alors les autogames, comme les tomates, celles qui sont surtout autofertiles, ils ont une tendance vers une génétique homogène. Alors, une fois que tu as fait le croisement, ils ont tendance à se stabiliser. Alors, si tu trouves quelque chose que tu aimes, puis tu gardes ça, chaque génération va devenir de plus en plus similaire à ce que tu as. Alors, la première génération, tu vas voir plus de diversité. Après, tu choisis quelque chose. La génération, il y a de moins en moins de diversité parce que c'est ça d'être autofertile. C'est une tendance vers l'homogénéité. Tandis qu'avec le courge et les autres plants allogames, eux autres, ils ont une tendance vers la diversité. Alors, tu vas voir toutes sortes de choses, puis ça peut être très difficile à le stabiliser. Surtout du fait que parfois, tu vois juste, comme tu vas voir des différences de feuillage, des différences de fruits, des différences de vigueur. Mais au niveau du fruit, tu vas juste voir le fruit après qu'il a été pollinisé. Alors là, il a été pollinisé par tous les autres plants. Puis s'il y en a que tu n'aimes pas, ils ont contribué à ça. Alors, c'est un projet, c'est pas impossible, là, mais c'est un projet, c'est le fun. Il y a beaucoup de science dans ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à une prochaine question. Donc, c'est de Nathalie Tifo, s'il vous plaît. Bonsoir, Nathalie. Vous pouvez prendre la parole. Bonsoir. Allô. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord, parfait. J'essaie de... voilà, la caméra. Et voilà. Alors, bonsoir, puis merci à tous les présentateurs et merci à vous pour la fantastique animation dynamique. Moi, je m'intéresse particulièrement aux plantes patrimoniales, aux herbes médicinales, puis aux plantes potagères étranges. J'ai un goût pour l'étrange. Alors, je me demandais pourquoi est-ce que l'offre me semble limitée. Est-ce que c'est parce que certains producteurs ou certains semenciers se consacrent exclusivement à cette offre ou c'est parce que c'est difficile ou parce que vous n'avez pas de goût particulier pour l'étrange? Parce que moi, je cherche toujours des trucs plutôt étranges. J'essaie toutes sortes de choses, comme par exemple, j'ai essayé les épinards fraises, j'étais ravie. On a aussi les haricots, hein, les petites langues de dragon. On aime beaucoup les choses comme ça. Donc, je me demandais si vous avez soit des ressources à me donner ou simplement expliquer pourquoi est-ce que Dieu du ciel
on n'a pas tant d'offres à ce niveau-là. So I'm looking for heirloom plants and veggies, medicinal herbs and strange plants. And I'm just wondering why we don't have such an offer available to consumers. Thank you. Merci. I'll answer that. It's very hard to produce everything in this region of Canada. Because of our climate, we are very limited to what we can grow because of we don't have the right conditions in the fall. Our fall is a little bit too wet to be able to do like a dry seeded crop. It's okay. I'm supposed to be leaving. Okay. Grosso modo, au Canada, dans notre région, les conditions météorologiques, le gros problème pour plusieurs de ces espèces-là, c'est que dans notre région, ça ne pousse pas bien. Puis c'est beaucoup parce que notre automne est trop humide. Sure. Okay. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Je pense... Ah, c'est bon. Nous, notre compagnie, on spécialise plus dans les trucs un petit peu plus standards, puis on est limité dans ce qu'on est capable de produire dans une année. Mais je pense qu'au Québec, les jardins des villageois, Société des plantes, je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs plus dans le médicinal, puis ancestral, puis je pense qu'il y a assez... Je ne connais pas les catalogues par cœur de tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même du choix là, au Québec. Mais c'est sûr qu'on est toujours limité aussi par notre espace de culture. Tu sais, comme nous, on a 3 ans, qu'il y a les croisements, il y a le fait qu'on choisit ce qu'on préfère. C'est sûr que ça limite des fois la grosseur des catalogues en général. Mais je pense qu'on a quand même de la diversité là, dans les types de semences, dans les semenciers au Québec. Ouais, moi, je dirais que si tu regardes tous les semenciers, tu vas trouver des choses étranges. Nous autres, on a comme du melon, kiwano, les melons, tikuk melon, on a du quinoa, on a des noix de souchet, on a toutes sortes de couleurs, de différentes choses. Je pense qu'il y a 2 choses qui arrivent présentement. Si tu regardes sur comme notre boutique en ligne, j'ai commencé à enlever ce qui était sold out parce que le monde, il voyait juste du sold out. Alors, c'était un peu décevant. Alors, ça se peut qu'il y ait des choses qui sont très étranges, qui sont toutes en rupture de stock, puis que tu ne peux pas les voir parce que je les ai enlevés. Mais il faut fouiller un peu. Puis je pense que chaque semencier, il y a l'espace, je comprends ça. Il y a aussi certaines personnes réussissent mieux avec certaines cultures que d'autres, puis il y a les intérêts. Moi, personnellement, j'ai essayé un peu de tout ce qui est étrange. puis certains réussissent à produire des semences, certains ne réussissent pas. Mais aussi, j'ai découvert que certaines sont populaires, puis certaines ne le sont pas. Puis si je peux vendre 1000 sachets d'une culture et 10 sachets d'un autre, il y a un certain logique qui arrive de ce que je vais choisir. Puis il y a des choses que j'offre encore que personne n'aime, bien que moi j'adore, mais les choses que moi j'aime pas puis que personne d'autre aime, je ne vais pas les offrir. Mais il y a du monde partout qui est... Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a tous des intérêts différents. Puis si tu regardes tous les différents semenciers qui participent à la fête des semences cette fin de semaine, tu vas voir il y a différentes choses. Puis entre autres, comme la Société des plantes de Kamouraska, Patrice, il y a une gamme de produits très normale et très étrange, de toutes sortes. Puis lui, c'est un artiste, puis il choisit toutes sortes de choses aussi pour la beauté, pas juste parce que c'est nouveau. C'est super, merci beaucoup. On va passer à une prochaine question de Dominique Vien. Donc, vous pouvez prendre la parole, Dominique. Oui, bonsoir. J'ai une question. En fait, j'en ai 2. Et puis, c'est peut-être plus pour Mélanie parce que c'est au dos sur son mur derrière elle, là où j'ai vu ça. Où est-ce qu'on trouve des présentoirs à enveloppe de semences comme ça? Vous voulez dire où est-ce si on vend? Oui, là, c'est tellement beau, là. Est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que c'est fait maison ou est-ce que ça s'achète chez un fournisseur? Ah, c'est fait par un ami qui est ébéniste. Ça a été fait sur mesure, selon la taille de nos sachets. OK. Puis la deuxième question,
Donnez-moi 2 secondes que je retrouve ma page parce que ça fait déjà un petit bout de ça. C'est ça, pendant que vous cherchez, j'aimerais tout simplement mentionner à tout le monde que si jamais on n'a pas le temps de prendre vos questions ce soir, ne vous inquiétez pas, on va vous donner dans le chat les courriels de nos invités. Vous allez pouvoir leur envoyer un petit courriel aussi avec une question si jamais vous en avez. Donc, c'était simplement un petit rappel. Continuez, madame. Parfait. La deuxième question, c'est que monsieur des Tournesols, parce que je ne me rappelle pas de votre prénom, vous avez montré là, avec les slides tout l'enchaînement de ce que vous faisiez pour récolter vos semences. Mais une fois que vous avez récolté vos semences, comment vous faites pour les ensacher? Que ce soit pour ensacher les semences, alors, on les nettoie en premier, alors sont propres. Puis... Excuse-moi, c'est parce que vous dites qu'il y a plus ou moins 25 semences par enveloppe, plus ou moins 50 semences par enveloppe. Mais je me dis, est-ce que vous pesez vos semences? Comment vous faites? Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est on utilise des petites cuillères qu'on va... on va prendre une cuillerée d'une certaine variété. On a une cinquantaine de différentes tailles de cuillères et alors, on va calibrer. Alors, disons que c'est... Alors, nous autres, on offre... Alors, on vise un certain poids, pas nécessairement une quantité de semences. Alors, si c'est 0,4 grammes, on va prendre une cuillère. Puis, on regarde la dernière fois qu'on l'a fait, quelle cuillère qu'on a utilisée. Puis là, on va peser 10 ou 15 cuillerées, puis voir si c'est la bonne moyenne. Puis là, on va commencer à ensacher de même. Et régulièrement, on va recalibrer parce que comme nous autres, on vise à donner de 5 à 10 % de plus que ce qui est dans le sachet. On ne veut pas du 5 à 10 % de moins. Et alors, on recalibre régulièrement. Puis aussi, on ne veut pas donner 2 fois plus parce que là, on va manquer de semences. Ça arrive. Mais un des défis qui arrive, c'est que comme quelque chose comme la roquette, les tailles de semences sont assez constantes. Alors, c'est assez facile. Puis aussi, on met comme, je ne sais pas, c'est 800 ou 900 semences dans un sachet. Alors, s'il y a 700 semences ou s'il y a 1000 semences, c'est assez proche pour vos besoins. Mais quand on arrive des semences de bêta-carde ou de betterave, différents lots de semences peuvent avoir différentes tailles. Alors, ça se peut que 2 grammes de un lot, ça donne 25 semences et 2 grammes d'un autre lot, ça donne 50 semences. Et là, on est pris un peu parce que si on ne remarque pas la différence de taille puis on va au poids, tout à coup, tu as moins de semences qui est prévu. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu un cauchemar pour nous autres, à comment on essaie de calibrer le lot aussi en numéro de semences par gramme, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est comme ça qu'on le fait. Il y a d'autres, comme Alekumen, eux autres, il y a une machine qui compte les semences. Alors, je ne sais pas si c'est un laser ou quelque chose, mais ça va compter les semences. Et depuis quelques années, tu vas voir qu'eux autres, ils vendent aux semences plutôt qu'au poids parce qu'ils peuvent faire ça. Mais c'est un investissement qu'on n'a pas encore fait. Alors, on fait ça, pas à la mitaine, mais à cuillère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire une autre chose? Je sais qu'il va y avoir un partage de nos courriels pour nous poser des questions. Puis ça me fait plaisir de recevoir de vos courriels. Mais puis peut-être c'est juste moi, mais ça me surprendrait. Mais ces jours-ci, je reçois une quantité de courriels incroyable par rapport aux semences et aussi beaucoup d'appels. Alors, on essaie de tout répondre, mais c'est difficile. Puis parfois, ça prend quelques jours. Alors, si on ne vous répond pas tout de suite, prenez pas ça personnellement. Ayez un peu de patience parce qu'on travaille fort ces jours-ci. C'est comme on travaille toujours fort en janvier, février, mars, c'est toujours occupé. Et tout à coup, un temps qui était déjà occupé est comme 3 fois plus occupé. Alors, mais on adore faire ça pour vous. Mais merci beaucoup. Oui, c'est important de le rappeler. On a besoin d'être un peu flexible. On le sait, hein, c'est vraiment une saison qui est très, très chargée pour les semenciers, les semencières. Mais on vous remercie en tous les cas de vous rendre disponible comme ça. Puis je pense que tout le monde comprendra bien la situation. Mais on vous remercie. On va prendre donc une
Prochaine question de Brigitte Bournival. Brigitte, vous pouvez prendre la parole, allô? On ne vous entend pas. Peut-être que là, ça va aller, oui. Ah oui, super. Bon, alors, moi, j'ai comme un peu comme juste la petite inquiétude de ne pas avoir complètement les sites web de chaque personne qui a présenté, notamment comme pour Manish. Je ne sais pas si c'est clair et si à la fin de la conférence, de la table ronde, si j'ai envie de communiquer avec chacun de vous, que je vais pouvoir le faire. Bon, ça, c'est ma première question. La deuxième, je cherche deux plantes. Peut-être que c'est ce soir que je vais les trouver. Je cherche l'aspirule odorante, qui est un couvre-sol, paraît-il, intéressant, qui est odorant et qui, entre des vivaces, peut s'harmoniser. Et en même temps, je pense qu'elle est médicinale. Alors, je la cherche. Si quelqu'un la trouve, dites-le moi. Je cherche aussi des graines de shiso. Je sais que c'est plus facile à trouver, mais je voudrais avoir vraiment des graines de shiso qui sont de bonne qualité et qui sont biologiques, en shiso rouge et en shiso vert, qui est une plante japonaise, mais devenue très répandue dans la gastronomie japonaise. Et puis, il y a aussi les graines de basilic sacré, qui sont aussi plus connues, mais quand on veut les avoir en production biologique, puis être certain que c'est en production biologique, ben, je me dis, il faut savoir où. Voilà ma question. Je peux vous aider avec les bases. En fait, il y a une carte. Sur Cultiver Montréal, je pense, avec tous les semenciers et semencières qui participent à la fête des semences. Puis ça montre différentes régions du Québec où ils se trouvent et de l'Ontario. Alors, c'est facile à trouver le monde là. Puis je suis certain que tu peux le trouver dans différents des courriels que vous avez reçus. Mais au niveau des cultures que vous avez mentionnées, le basilic sacré, nous autres, on en offre. Puis s'il n'est pas en stock au moment, il va être en stock prochainement parce qu'on en a beaucoup. C'est juste qu'il faut l'en sachet s'il est sold out à ce moment. Le shiso, on a absolument un shiso rouge, mais il n'a pas passé le test de germination cette année. Alors, si ça ne passe pas le test de germination, on ne peut pas le vendre. On ne veut pas le vendre. Alors, on espère en croître d'autres cet été. Alors, on devrait l'avoir à l'automne ou à l'hiver prochain. Alors, ce n'est pas pour cette année, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui peut-être l'ont aussi, mais c'est pour ça. Pour la troisième culture, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Alors, personne ne sait où habite l'aspirule odorante. C'est pas vrai, ça. On va finir par le faire et découvrir. Merci bien. Merci à vous pour votre question, madame. Je vous souhaite de la retrouver. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie d'être là. Donc, nous allons passer à une autre question. Oui. Non. D'accord. Juste ne pas oublier de fermer le micro. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à une autre question, celle de Flavie Morin. Bonsoir, Flavie. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite question assez simple. Dans le fond, c'est à propos du compagnonnage. Je le sais que dans le jardin, c'est important de mettre certaines plantes les unes à côté des autres et d'éviter certains autres mélanges. Lorsqu'on veut faire pousser nos semis à l'intérieur, est-ce qu'il y a une restriction? Est-ce que ça pourrait ne pas aider dans le fond, les semis à sortir si jamais je les mettais trop près les uns des autres? Alors, pour le compagnonnage, est-ce que quelqu'un risque à répondre, Mélanie? Oui, ben pour faire les semis, on n'a jamais fait attention au compagnonnage. Peut-être plus les tomates qui peuvent devenir grosses puis envahir les semis de laitue à côté. C'est plus dans une question d'architecture de plantes. Puis s'il y en a qui grossissent plus vite que les autres. Puis le compagnonnage, en général, je trouve que c'est très, très empirique.
c'est très, très testé quand on voit qu'est-ce qui fonctionne chez nous. Puis, donc, c'est ça. Mais pour les semis, je pense qu'il n'y a pas d'issue à part la compétition par rapport à la grosseur des plantes. OK. Merci beaucoup. Je dirais aussi pour les semis, c'est bon de savoir vraiment combien de semaines tu as besoin pour une plante. Comme le plus souvent, le monde va acheter des tomates à ce moment, puis ils vont commencer leurs tomates maintenant, mais c'est vraiment trop de temps. Tu veux juste leur donner comme 7 semaines. Alors moi, je pense que c'est de bien savoir pour les semis, combien de temps tu as besoin que ça pousse et avoir une bonne source de lumière. Souvent, une fenêtre, c'est pas assez. C'est parce que c'est la manière qu'ils sont faites, il n'y a pas beaucoup d'UV qui va passer. Alors, ça peut être difficile pour avoir vraiment les meilleurs semis. Alors, si tu veux vraiment avoir des semis de qualité, c'est bon d'acheter des lampes, des fluos. Alors, ça va avoir un plus grand impact que le compagnonnage. Malgré que je comprends ce que Mélanie dit, des tomates qui vont envahir les autres plants. Puis dans ce cas-là, je sais que j'avais déjà connu quelqu'un qui avait utilisé ça en même temps pour les semences. Il mettait un tapis chauffant en dessous pour aider la terre à rester chaude. Est-ce que c'est bon? C'est le seul que j'ai vu faire ça, donc je n'étais pas certaine. Alors, c'est vraiment aux germinations qu'il y a un plus grand impact. Il y a beaucoup de cultures qui aiment avoir une température de germination comme 20 degrés la nuit, 30 degrés le jour. Alors, si tu peux mettre un tapis chauffant, ça va aider la germination. Une fois qu'ils germent, ils peuvent tolérer des températures plus basses. OK. Ben, je pense que ça répond bien à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Brigitte, si vous m'entendez, écoutez, regardez le chat parce que il y a plusieurs personnes qui vous dirigent pour trouver les plantes que vous cherchez. Donc, surveillez, s'il vous plaît, les réponses dans le chat. Plusieurs personnes vous envoient des messages. Donc là, écoutez, c'est bientôt la fin de cette foire aux questions virtuelles. Nous allons prendre 2 autres questions très, très rapidement, si c'est correct. Puis, comme j'ai dit à ce moment-là, soyez gentils et patients avec nos invités parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais tout doucement, ils pourront répondre à vos questions. Donc, nous allons prendre une autre question de Denise Blais. Denise Blais, est-ce que vous voulez prendre la parole rapidement? On a quelques minutes. Oui, merci beaucoup. Je cours justement les fêtes de semences en personne depuis des années, donc c'est fantastique de pouvoir le faire en virtuel. Ma question, je vais le poser en français puis en anglais. C'est un peu en termes des réseaux. Par exemple, l'agriculture soutenue par la communauté, donc Équiterre, qui regroupe les fermiers justement avec les petites fermes biologiques. Je suis bénévole justement pour la distribution. Donc, je disais, est-ce que pour les sémenciers, parce qu'il y a Maniche, à un moment donné, il disait, moi, là, tout ça, je ne peux pas faire le travail de biodiversité, j'ai besoin d'autres mondes de s'impliquer. Et donc, c'est qui le monde de la communauté? C'est-tu genre des jardins communautaires, collectifs qui existent, un peu les réseaux dans les Montréal. Moi, j'habite à Montréal. Bon, bref. So my question is about this objective of encouraging biodiversity and seed, conserving seeds and also, selling, but also having support from the community in order to support this kind of movement. There's, questions of, autonomy in terms of feeding collectivities and, anyways, short question. Est-ce que ça existe, effectivement, des genres de réseaux de jumeler la communauté avec les producteurs de sémenciers? De quelle façon ça existe-tu ou est-ce que de quelle façon on peut faire un réseau solidaire en soutien à tout le travail colossal qui est fait par les producteurs et les productrices au niveau sémence?
So in my view, there is no such thing. I think just having this conversation is very important. And because you're asking these questions, we can build a relationship that and we can talk to our friends and neighbors. And that's how we can start this conversation and this movement, you know. It's impossible to do all at once and have a website ready that has all the resources. It has to be organically grown in this way. And Ouais, je peux traduire vitement. Il dit que ouais, ces réseaux n'existent pas nécessairement. Ben, nous, on trouve ça difficile, mais on est motivé pour ça parce qu'on veut vraiment créer ça. Ça, c'est comme une intention très gros pour nous. Ouais. Il y a... Veux-tu aller, Mélanie, puis je peux compléter par la suite? Ouais. Ben, dans le fond, il y a Sème l'Avenir qui fait beaucoup de réseautage. Il y a beaucoup de réseautage entre semenciers. Il fait des formations aussi pour tous ceux qui s'intéresseraient à la production de semences. Il y a eu beaucoup d'activités dans nos années qui ont été faites, qui ont été organisées par... c'était BOTA avant qui a rendu Sème l'Avenir. Puis, c'est sûr que il y a quand même un certain réseautage, là, puis de moyens d'entrer en contact avec les semenciers. Puis les semenciers entre eux beaucoup aussi. Oui, j'allais dire qu'il y a différents types de réseaux. Comme nous autres, moi, je réseaute avec plusieurs semencières qui cultivent pour nous autres. Alors, soit sur contrat ou juste c'est des échanges. Il y a aussi des réseaux, un réseautage que je fais avec beaucoup d'autres semenciers au niveau de connaissances. Puis dans le temps, on avait quelque chose qui était c'est quoi? On appelait ça comment? The Eastern Canadian Organic Seed Growers Network. Mais c'est un peu moins actif. Mais ça, c'est au niveau de semenciers. Par contre, au niveau d'avoir un peu comme de jardinier potager, il y a Semences du patrimoine, Seeds of Diversity Canada, qui fait depuis 25 ans, 30 ans, peut-être 35 ans, ça fait qu'ils ont un catalogue que tu peux cultiver tes propres semences. En fait, c'est un site web maintenant, je pense, mais tu peux offrir des semences que tu as conservées, puis d'autres personnes peuvent commander de toi. Puis c'est quelque chose de très informel. Aux États, il y a le Seed Savers Exchange qui est comparable, puis on peut commander d'eux autres. Alors, il y a ce réseau qui existe. Une chose que je dirais, moi, je pense que c'est vraiment important pour la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire d'avoir des bonnes semences. On n'est pas comme il y a certaines crises un peu, là, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde présentement, malgré que parfois on y pense, là, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre comment conserver des semences pour être prêt si on a vraiment besoin de ces semences-là. Et je pense qu'il y a une place pour des maraîchers, mais aussi une place pour des jardiniers à produire des semences. Et une chose que je dirais, c'est, comme je disais avant, n'ayez pas peur de faire des croisements. Je dirais c'est important d'essayer des choses pour apprendre, mais c'est aussi, essaye de pas trop de choses. Si tu essaies une ou deux choses, conserve une ou deux semences, c'est plus facile de garder ça que d'essayer de conserver 20 ou 30. Puis, il ne faut pas penser qu'on est seul dans ça. Alors, trouve ce qui est important pour toi, ce que vous aimez, puis participe à la conservation de ces cultures-là. Merci beaucoup. Merci. Je pense en fait qu'on va terminer sur ces mots. Je pense que ça a fini bien la soirée. Écoutez, vous avez été vraiment nombreux ce soir à participer. On vous remercie énormément. J'aimerais vraiment remercier nos 3 invités de tout cœur. Merci beaucoup d'avoir été là. Daniel Brisebois, merci. Mélanie Chapelot, Manish Kouchouaya, je vous remercie énormément. C'était un franc succès. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Et puis, écoutez, n'oubliez pas, il y a un formulaire de participation que vous pouvez remplir, qui donne la chance de remporter un des 2 paquets cadeaux gracieuseté de la boutique du Jardin botanique ainsi que des billets gratuits. Donc, sur ce, n'oubliez pas que la semaine se poursuit à la rencontre de gens spectaculaires comme vous avez pu le voir ce soir. Donc, venez encore faire le plein de connaissances
puis de découverte de nos semencières et semenciers locaux. Donc voilà, je vous remercie énormément à tous d'avoir participé. Puis écoutez, on se verra bientôt. Il y a une autre foire aux questions demain, animée par moi-même encore une fois. Donc je vous invite à aller vous inscrire sur le site d'Espace pour la vie. Donc merci encore à nos 3 invités. Vous avez passé une bonne soirée, ça va? Did you have a good time? Oui, super, merci. Oui, donc je vous remercie énormément. Et puis, bon voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup.